Bonjour les amis, alors notre partenaire de ce podcast est aujourd'hui l'Institut de naturopathie humaniste qui a été fondé par Odile Chabriac qui est praticienne depuis plus de 20 ans et cette école de naturopathie à taille humaine est destinée à former des naturopathes, des professionnels d'excellence. Les études, qui durent entre 9 mois et 2 ans selon les cursus, se font en petits groupes, en présentiel et ou en distanciel, ce qui est très pratique et très facile, l'accent étant mis sur la pratique et l'entraînement constant à la clinique. Une personne est dédiée à la supervision de chaque élève. Vous souhaitez compléter une formation de santé ou bien devenir naturopathe? Retrouvez vite cette formation de naturopathie conjuguant excellence et bienveillance sur le site de l'Institut de naturopathie humaniste www.inh.life. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Il pèse en moyenne 1,3 kg et a plus ou moins la consistance spongieuse du tofu. Je veux parler de notre cerveau, un organe encore mal connu de la plupart d'entre nous, alors même qu'il contrôle tout dans notre vie, de nos fonctions vitales à notre humeur, en passant par notre mémoire, nos compétences ou encore notre intelligence émotionnelle. Mon invité est un ancien ingénieur et entrepreneur à succès dont la vie a été profondément marquée par un drame et un accident qui lui ont fait prendre conscience de la puissance du cerveau. Désormais, expert du fonctionnement du cerveau et coach professionnel auprès de sportifs de haut niveau, de personnalités publiques et de dirigeants de grandes entreprises, il peut ajouter auteur à la liste de ses activités puisqu'il partage son expérience et son savoir dans un livre absolument passionnant, pratique et résolument optimiste, paru tout juste aux éditions Robert Laffont Versilio qui s'intitule « Votre cerveau, fournisseur officiel de bonheur ». Et parce qu'il aime le bonheur et la joie, il est même venu avec Casimir ce matin dans le studio de Métamorphose. Je suis ravie d'accueillir Ludovic Savariello. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous les auditrices et aux auditeurs. Alors pourquoi ce Casimir là? C'est une Madeleine de Proust? Oui, c'est ma Madeleine de Proust. C'est ce qui permet à mon cerveau de se reconnecter très facilement à la joie. Et en fait, c'est un cadeau qu'un ami m'a fait pour le passage de la cinquantaine, il y a quelques jours, et je lui ai promis que j'allais garder Casimir avec moi ces prochains jours pour justement m'aider pour récupérer de la joie et aider mon cerveau justement à récupérer de la joie, telle une Madeleine de Proust. C'est ça, d'ailleurs, on disait hors antenne qu'il est même assorti, sans le vouloir, à la couverture du livre, donc oui. C'est parfait. Vous le verrez sur nos réseaux sociaux. Alors, je refais un peu quand même votre histoire. J'en parlais en introduction de ce drame et de cet accident. 2 jours avant votre mariage, alors que vous enterrez votre vie de garçon, vous perdez votre meilleur ami dans un accident de plongée. D'ailleurs, votre livre lui est dédié, Pascal. Oui. Vous dites qu'après cet événement tragique, vous avez déraillé. Vous dites que côté pile, il y avait un entrepreneur qui vivait à 100 à l'heure, à qui tout semblait réussir. Et côté face, vous étiez à côté de vos pompes, à côté de votre vie en réalité. Et après ça, vous êtes toujours à la recherche de sensations fortes et vous perdez le contrôle. Je crois que c'est ça, dans une descente à ski, et c'est l'accident. Vous finissez à l'hôpital, immobilisé. C'était il y a combien de temps, ça, à peu près? Mais j'avais l'accident, ça s'est passé, j'avais 38 ans, donc maintenant il y a 12 ans. Oui. Voilà. Et je suis resté 1 an allongé dans un lit. J'ai fait 2 ans de rééducation pour apprendre à marcher et je suis resté 1 an en chaise roulante. C'est à ce moment-là que vous prenez conscience petit à petit de la puissance du cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que déjà, avant, j'étais un homme qui vivait à 100 à l'heure. Suite à la perte de mon meilleur ami, j'avais développé, mon cerveau avait vraiment bugué et j'avais développé des comportements addictifs, compulsifs. Et finalement, cet accident, ça a été un mal pour un bien, puisque finalement, j'ai été obligé de rester allongé dans un lit pendant 1 an. Et rester allongé dans un lit pendant 1 an, on a le temps de cogiter, on a le temps de réfléchir. Et je me suis posé cette question de savoir comment faire pour essayer de remarcher le plus tôt possible, en fait, puisqu'on m'avait dit non, vous ne remarcherez pas avant, en tout cas, 12 mois. Et il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit. Lorsque j'étais adolescent, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait beaucoup marqué à l'époque.
Il s'appelle Jacques Mayol, donc c'est un apnéiste. C'est lui qui a inspiré le film Le Grand Bleu de Luc Besson. D'ailleurs, au début, vous plongez avec lui, vous ne savez pas qu'il est le grand Jacques Mayol. Non. Il y a Jacques qui est là, on ne sait pas trop qui c'est, il est solaire. Exactement, mais oui, je l'ai rencontré. En fait, moi, je suis passionné par la mer depuis tout petit. C'est d'ailleurs, ça aussi, c'est très particulier parce que mes parents ne peuvent pas l'expliquer. Moi, je suis issu de la montagne, donc ma mère ne sait pas nager. Mes parents, ils n'étaient pas au bord de l'eau. Mais j'ai toujours été passionné par la mer et j'ai très vite plongé. Et à l'âge de 14 ans, j'allais régulièrement plonger à Marseille parce que j'habitais à Gap, dans les Hautes-Alpes. Et j'ai rencontré ce monsieur-là qui, lui, lorsqu'on plongeait en bouteille, il venait en apnée et puis descendait encore plus profond que nous. Et il y a quelque chose tout de suite qui s'est passé entre nous parce que déjà, il y avait une vraie relation d'amitié. Et puis, d'autre part, il m'inspirait. C'est-à-dire, je voyais cette personne qui était encore plus à l'aise que nous, sans respirer, qui allait encore plus profondément que nous lorsqu'on plongeait. Et lorsque, en fait, on a commencé à discuter, j'ai appris que ce monsieur-là, en fait, avait battu tous les records. Et ça, c'était avant que le film Le Grand Bleu ne sorte. Donc, en fait, il n'était pas du tout connu. Par contre, lui, ça a été la première personne au monde à descendre à plus de 100 mètres en apnée. Et à l'époque, tous les scientifiques disaient que c'était impossible. C'est-à-dire que l'être humain ne pouvait pas descendre à 100 mètres en apnée. Maximum 50 mètres, parce qu'au-delà, la pression est telle que, finalement, les poumons allaient imploser. Et ce monsieur-là, qui n'était pas du tout avec une corpulence de sportif de haut niveau, c'est un peu comme d'ailleurs dans le film Le Grand Bleu, un peu maigre et chétif, il m'a expliqué comment il est arrivé à faire ça. Et puis, à la fin, il m'a dit, tu sais, en fait, tout part de là, en montrant le cerveau. Et ça vraiment, ce moment-là, il est resté gravé justement dans ma tête. Et ça a vraiment quelque chose qui a, en fait, m'a permis, lorsque j'étais allongé dans mon lit, de me dire, bon, il y a forcément une solution avec ça. Lui, il est arrivé à descendre en apnée à 100 mètres. Il est arrivé à prouver aux scientifiques que c'était possible, quitte même à modifier sa physiologie, parce qu'il faut savoir, quand il descend à 100 mètres, on s'aperçoit que son corps déjà se transformer. Oui. Ses poumons se durcissaient. La même chose qu'on peut voir dans les mammifères marins, pour les dauphins, les baleines, les cachalots. On peut le reproduire d'ailleurs avec le cerveau aujourd'hui, ça ? Alors, pas consciemment, oui. Mais en tout cas, c'est un phénomène, et les apnéistes aujourd'hui qui ont dépassé cette profondeur, on voit ce phénomène-là, biologique, physiologique, qui en fait consiste à mettre en place un afflux de sang au niveau des alvéoles pulmonaires pour les durcir. On appelle ça une érection pulmonaire, donc les poumons se durcissent pour justement résister à la pression. Et donc, lorsque j'étais allongé dans mon lit, je me suis dit, mais ce monsieur-là, il est arrivé à, finalement, à passer des barrières, des choses qui pouvaient paraître impossibles, et il a rendu possible. Et je me suis dit, il y a forcément quelque chose à faire avec mon cerveau pour justement marcher plus tôt. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser cette question-là et à essayer de rentrer, à trouver des solutions pour essayer de me relever, de marcher plus tôt. Et c'est ce que je suis arrivé à faire, puisqu'on m'avait dit que je n'allais pas remarcher avant 12 mois, et j'ai commencé à remarcher au bout de 6 mois. Alors évidemment, on va en parler. Je me suis posé la question en vous disant si, avant cet accident et ce drame, vous étiez déjà un hyperactif un peu compulsif et ça a creusé un pli quelque part, ou si c'est quelque chose qui s'est vraiment révélé suite à ces drames. Peut-être vous ne le savez pas complètement aujourd'hui, mais... Je pense qu'avec un peu de recul, non, j'étais pas forcément quelqu'un de compulsif. La mort de mon meilleur ami, dans des situations qui étaient très particulières, vous l'avez dit, donc c'était lors de mon enterrement de vie garçon, on était sur un bateau, on plongeait. En plus, on est allé plonger à un endroit qui, pour moi, était l'endroit le plus important dans ma vie. C'est là où j'avais commencé à nager pour la première fois quand j'étais petit. On m'avait enlevé les brassards là-bas. Ah oui. Et d'ailleurs, le jour où j'ai nagé pour la première fois, mon père m'a enlevé les brassards. Et j'ai des dauphins qui sont arrivés et qui sont passés à côté de moi. J'avais l'impression je nageais tout doucement et j'ai 5 dauphins qui sont passés juste à côté de moi. J'avais l'impression d'être dans un petit coucou avec la patrouille de France qui passait dans l'autre sens. Et ça a été un moment sublime. Oui. Et j'avais 4 ans, donc 25 ans plus tard, j'ai vécu tout le contraire. C'était un pire cauchemar, donc, puisque mon meilleur ami est mort dans mes bras. Et donc, suite à une plongée. Oui, suite à une plongée profonde, et donc il a été, sans rentrer trop dans le détail, mais un essoufflement en profondeur, ça peut déboucher, si c'est pas traité, si la personne ne remonte pas rapidement, en narcose, et ensuite perte de conscience, et ensuite noyade. Et c'est ce qui est arrivé. Donc moi, j'ai dû essayer de le ranimer pendant 1 heure sur le bateau, l'hélicoptère est arrivé, le médecin urgentiste m'a dit qu'il pouvait rien faire, et tout s'est arrêté à partir de là. Et donc, là, mon cerveau a vraiment déraillé, il a vraiment bugué. C'est-à-dire qu'il a été incapable de digérer cet événement-là. Alors, quand je parle de digérer, c'est... En fait, il a bugué et j'ai subi les conséquences de ce bug pendant plusieurs années.
Quand vous parlez de ce bug, c'est quoi pour vous aujourd'hui? C'est une dissociation? Comment ça s'appelle, ce bug? Pour moi, la façon dont je l'ai en fait vécu et comment ça s'appelle aujourd'hui, c'était vraiment un trauma. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Mon cerveau ayant été incapable de digérer finalement cet événement, et ça a duré pendant plusieurs années, dès que, par exemple, j'entendais un de mes enfants tousser, dès qu'il y avait quelque chose en rapport avec la respiration, mais je me figeais à chaque fois. Et pourtant, quand j'ai eu mon premier enfant 3 ans plus tard, enfin 2 ans plus tard exactement, ils sont petits, ils ont toujours des problèmes ORL, ça tousse, ils ont des bouchées, mais moi, à chaque fois, je me glaçais. J'entendais quelqu'un tousser dans une salle, j'étais pétri. Oui. Et donc, ça réactive le trauma. Exactement. Et donc, ce bug-là, ça a été, donc effectivement, ça a duré plusieurs années, et donc les conséquences de ce bug-là, c'est effectivement un rythme qui a changé. Ma vie personnelle a complètement changé. Je suis allé dans un rythme beaucoup plus rapide, et j'ai développé des comportements addictifs et compulsifs que je n'avais pas précédemment. Alors, on va parler de tout ça. Avant, peut-être, si on rétropédale, j'aimerais bien qu'on parle du cerveau, parce qu'il va être au cœur de nos discussions. Peut-être qu'on s'arrête un moment. C'est vrai que j'ai découvert en lisant votre livre que nous avions 2 hippocampes, une par hémisphère. J'en avais toujours entendu parler au singulier, donc peut-être que celles et ceux qui nous écoutent ne sont pas ignorants comme moi, mais moi je l'étais à ce sujet. Comment ça se fait qu'on connaît si mal finalement le fonctionnement de notre cerveau? Est-ce que ce serait important de mieux le connaître? Ça a été votre cas. Alors, et comment fonctionne-t-il? Voilà, c'est ma question en fait, c'est ça. Alors, déjà, comment ça se fait qu'on le connaît aussi mal? Paradoxalement, les scientifiques le connaissent de mieux en mieux, grâce aux différents moyens que l'on a aujourd'hui à disposition et que l'on n'avait pas il y a quelques années, notamment les IRM fonctionnels, c'est-à-dire qu'on arrive à voir le cerveau fonctionner en direct. Donc, il y a quand même des connaissances qui s'accumulent, mais il y a aujourd'hui un vrai décrochage entre ce que connaissent les scientifiques et ce que nous, on peut utiliser dans notre quotidien. Et en ayant des connaissances qui sont simples, en sachant simplement avec des techniques qui peuvent être assez rapides et efficaces, comment déjà bien utiliser son cerveau pour pas qu'il bug déjà. Et lorsque je me suis en fait retrouvé allongé dans ce lit, j'ai été vraiment bloqué à un moment où, par exemple, j'ai un lit médicalisé à la maison, parce que je ne pouvais pas bouger, et l'aide à domicile me dit « mais ce lit-là, c'est une usine à gaz, j'arrive même pas à le bouger », et je dis « mais attendez, il doit y avoir quand même forcément une notice quelque part ». Et au moment où je lui ai dit ça, j'ai dit « c'est un truc de dingue », parce que j'ai eu ma réflexion sur le cerveau la veille, en pensant à Jacques Mayol. Oui. Il y a la notice d'utilisation le lendemain, on ne trouve pas la notice d'utilisation du lit, j'arrive pas à me relever en plus. Vous êtes ingénieur, je rappelle. En plus, et donc là je me dis, mais c'est pas possible, c'est un truc de dingue. On a des notices d'utilisation pour tout, sauf pour la machine, entre guillemets, ça c'était ma réflexion à l'époque, c'est pas une machine, c'est bien mieux qu'une machine, le cerveau, mais je me suis dit, mais on a la notice d'utilisation de tout, sauf de la machine qui contrôle toute notre vie. C'est quand même un truc de dingue. Et c'est à partir de là où j'ai voulu justement essayer de comprendre s'il y avait déjà des gens qui avaient fait une notice d'utilisation du cerveau, savoir comment faire pour pas qu'il bug, pour éviter donc de le faire dérailler. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose. Et à partir de là, bien justement, j'ai voulu essayer de comprendre ce qu'on pouvait faire simplement dans notre quotidien, justement pour pas qu'il bug. Et alors, effectivement, moi, je me suis servi de ça au début pour me lever, remarcher. Donc même soigner une pathologie, enfin là pour le coup c'est un accident. Et donc j'ai réussi à me guérir plus vite grâce à mon cerveau. Et c'est grâce à ça finalement que j'ai pris confiance en lui, j'ai presque envie de dire, et on a pris confiance mutuellement en nous deux. Vous êtes apprivoisés. Voilà, on s'est apprivoisés. Et c'est grâce à ça justement que j'ai pu me lever, marcher plus vite, et avoir envie de finalement continuer à comprendre comment ça marche, simplement, parce que je ne suis pas neuroscientifique, j'ai une formation d'ingénieur, formation scientifique certes, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas neuroscientifique. Et donc j'ai voulu comprendre simplement comment les choses marchaient, pour pouvoir l'utiliser au quotidien et le mieux possible. À ce moment-là, quand vous êtes dans votre lit, je me suis demandé aussi, est-ce que vous avez conscience que ça ne va pas et qu'il va falloir faire quelque chose au-delà de la rééducation, que votre vie a déraillé justement? Oui, parce que quand on est obligé de rester dans un lit, et bon, moi mes journées...
En fait, j'avais 4 heures de rééducation par jour, ça durait 1 an. Et l'autre partie de la journée, j'étais allongé dans mon lit, puis j'avais une fenêtre qui donnait sur l'extérieur, je voyais les oiseaux, je regardais les arbres. Et en fait, j'avais jamais pris le temps de profiter de l'instant présent. Jamais. Depuis la mort de mon meilleur ami. Jamais. Et au début, ça fait drôle. Au début, ça fait très drôle parce qu'on a l'impression qu'on s'ennuie. On a l'impression qu'on est tout seul. Et puis, à force de prendre le temps, de regarder le temps qui passe et puis regarder la nature, j'ai commencé à me construire, en fait. Et à prendre conscience que finalement, c'était pas du tout le rythme que j'avais eu pendant plus de 10 ans, quoi. Et que ce rythme-là m'avait totalement épuisé. Et que c'est ce rythme-là qui, d'une façon ou d'une autre, m'a amené à avoir cet accident de ski. Inconsciemment ? Inconsciemment, oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je partage un peu cette notion de, finalement, quels que soient nos comportements, même négatifs, notre inconscient a souvent une intention positive. Et je me dis aujourd'hui que peut-être l'intention positive de mon inconscient, lorsque je me suis planté, c'est de dire, bon, maintenant tu vas t'arrêter, tu vas t'allonger, tu vas rester 1 an dans un lit, et tu vas changer de rythme. Vous voyez ça presque comme une chance aujourd'hui ? Oui. Je ne l'aurais pas dit avec ces mots-là lorsque j'étais en rééducation. Mais oui, bien sûr. Avec ces années qui sont passées, oui, c'est une chance. C'est un mal pour un bien, finalement. Alors, ce cerveau, si on revient sur lui, vous le voyez comment ? C'est plutôt un ordinateur ou, comme vous dites, un chef d'orchestre ? Comment ça fonctionne ? Qu'on comprenne. Mais pour moi, c'est plus un chef d'orchestre qu'un ordinateur. Alors souvent, effectivement, on utilise des images liées en fait à l'informatique, en disant que c'est un ordinateur. Ah oui, il a des capacités qui sont phénoménales, mais c'est un chef d'orchestre qui contrôle tout, finalement. Sans cerveau, on ne peut pas vivre. Donc c'est un chef d'orchestre qui va contrôler à la fois nos pensées, nos actions, nos croyances, notre santé mentale, notre santé physique. Donc oui, c'est un vrai chef d'orchestre et qui a des pouvoirs qui sont énormes. Le plus grand des pouvoirs de ce cerveau, c'est de pouvoir s'adapter au fil du temps. Oui. Et ça, c'est énorme. Si je garde le parallèle avec un ordinateur, lorsque vous achetez un ordinateur, il y a une carte graphique, il y a un microprocesseur, et puis en fonction de comment vous utilisez votre ordinateur, par exemple, c'est mon cas, je fais quasiment que du traitement de texte, Word, Excel. Je n'utilise pas trop la carte graphique parce que je ne fais pas des jeux vidéo, je n'aime pas trop ça. Je vais utiliser uniquement les capacités qui sont à minima, d'accord ? Et mon ordinateur, à force de l'utiliser comme ça, la carte graphique ne va pas disparaître. Elle va toujours être là, d'accord ? Et le microprocesseur, il ne va pas devenir plus gros parce que je fais que du traitement de texte. Le cerveau, lui, c'est tout le contraire. En fonction de comment on l'utilise, il va développer des parties. Comme un muscle. Comme un muscle, exactement. Et l'exemple que je donne dans le livre, par exemple, c'est typiquement les taxis londoniens. Lorsqu'ils passent leur examen pour avoir les licences de taxi à Londres, aujourd'hui, ils ont encore l'examen sans GPS. Donc, ils doivent retenir le lieu, le nom des rues, simplement par repérage. Et donc, il y a une partie du cerveau, justement, qui aide à se repérer dans l'espace et à garder ça en mémoire. Et donc, cette partie-là, le fameux, entre autres, hippocampe, ils se sont aperçus que derrière, le fait de travailler cette mémoire visuelle et spatiale, eh bien, des scientifiques ont regardé le cerveau de ces personnes-là qui passaient l'examen, ils ont vu que en fait, l'hippocampe était plus important. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le cerveau, lui, s'adapte en fonction de la façon dont on va l'utiliser. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'ordinateur avec la carte graphique, par exemple, si vous ne faites pas de jeux vidéo. C'est clair. Voilà. Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous avez étudié, et vous en parlez dans le livre, le lien avec ce fameux deuxième cerveau ? Parce que vous dites que notre cerveau est tout, il contrôle tout, mais on parle aussi beaucoup de toute la sphère intestinale et du microbiote comme étant le deuxième cerveau, peut-être même le premier. On sait qu'au niveau des émotions, il y a énormément de neurones aussi à cet endroit-là. Oui, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que c'est un deuxième cerveau, mais qui compte autant que le premier. Et d'ailleurs, il y a certaines hormones, certains neurotransmetteurs qui sont exclusivement produits dans le tube digestif, notamment, par exemple, la sérotonine. Et donc, lorsqu'on regarde qu'est-ce qui se passe dans le microbiote, les scientifiques se sont aperçus qu'il y a un lien étroit entre la qualité du microbiote et le cerveau, et qu'un mauvais microbiote, en tout cas déséquilibré, ça peut entraîner des problèmes de mémoire, problèmes de dépression. Alors, on n'en est qu'au début dans les recherches, mais on s'aperçoit qu'il y a un vrai équilibre. Et donc, c'est cette relation aussi entre le bas et le haut qui fait aussi
qui donne une dimension indispensable à un équilibre dans une vie. Et donc, l'importance aussi de bien manger, de bien se nourrir. Des fois, on se dit, il faut bien manger pour des raisons de santé, mais des fois, on a du mal à faire le lien entre bien manger et quel intérêt ça peut avoir pour le fonctionnement de notre cerveau. Et donc, aussi indirectement, à travers le microbiote. Et puis parce que parfois, on essaye de matcher notre cerveau, et là, il y a une bataille entre le cortex cingulaire, qui est la zone de plaisir, c'est ça, et puis l'autre qui est redites-moi le nom, alors, où en fait, on va rentrer dans une espèce de bras de fer, entre les deux, et en réalité, c'est presque impossible de gagner avec la raison. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Il se passe que la zone de plaisir, celle qui nous procure du plaisir, alors c'est une zone qui s'appelle le striatum, donc c'est en fait très exactement le produit qui permet d'activer le désir, qui s'appelle la dopamine, c'est un neurotransmetteur. Il est réalisé essentiellement dans une aire qui est juste, alors tout en bas du cerveau, quasiment en haut de la moelle épinière, qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale. Bon, c'est un nom compliqué, mais à la rigueur, on peut l'oublier. Bref. Et le neuroscientifique Sébastien Boller a bien décrit ça dans le bug du cerveau humain. Ouais. Exactement. Et donc, cette dopamine, une fois qu'elle est produite, va jusqu'au striatum, étage un peu supérieur du cerveau, un peu plus haut, et c'est là où on va ressentir cette notion de plaisir. Et donc, chaque fois notre cerveau va fabriquer cette dopamine, on va ressentir du plaisir. Alors ça, on va dire, c'est la partie qui nous donne du plaisir. Après, la question, et c'est j'en parle aussi dans le livre, la question c'est de savoir jusqu'où on est capable d'aller pour avoir du plaisir. Quand je fais le parallèle avec ma vie, lorsque mon cerveau a bugué, tous les moyens étaient bons pour essayer de trouver des petites doses de plaisir face au trauma que j'avais vécu. Et c'est ça qui m'a... Il y avait quoi, par exemple, le chocolat, vous dites ? Oui, en fait, avoir des addictions. Donc, oui. Alors, addiction, c'était au sucre. Je mangeais mais quantités de sucre phénoménales. J'avais des analyses de sang qui étaient pathétiques. Et c'était vraiment pas bon. Et je continuais parce que c'était mon plaisir. Ça durait pas très longtemps. Et en plus de ça, alors c'est le problème d'une addiction, c'est-à-dire que on a besoin de monter les doses à chaque fois. Parce que sinon, on ressent plus rien. Donc moi, c'était le sucre, c'était des achats compulsifs. Et la raison, donc la partie du cerveau qui essaye de faire le bras de fer face à ça, eh bien, c'est le cortex préfrontal. C'est le cortex. Donc j'ai dit l'inverse tout à l'heure. Oui. Donc striatum, c'est le plaisir, cortex, voilà. C'est la raison. Voilà. Exactement. C'est derrière le front. Voilà. Oui. Et mais en fait, ce que je dis dans le livre, c'est que finalement, de prendre conscience de comment ça marche, de prendre conscience qu'il y a finalement une forme de bras de fer qui s'installe dans notre cerveau entre une partie qui nous fournit du plaisir, mais qui peut nous en fournir de façon démesurée et qui nous amène à bugger, comportement addictif, je donne un exemple, comportement compulsif ou autre, et puis voir tout ce qu'on fait aujourd'hui sur notre planète de façon totalement démesurée. C'est un rapport d'une façon ou d'une autre avec la recherche de plaisir. Et bien face à ça, on a la possibilité de mettre en place la raison. C'est pas naturel, c'est pas facile, mais c'est possible. Le bras de fer, lorsqu'on en prend conscience, qu'on a la possibilité de mettre un contrepoids ou une contre-force face à ça, bien rien que ça, déjà, d'en prendre conscience, ça permet des fois de se poser, de se dire, voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est ça que je recherche ? Est-ce que le plaisir, il n'est pas ailleurs ? Est-ce que je ne peux pas le ressentir plus simplement sans forcément aller dans tout ça ? Simplement de se poser ces questions-là, parce qu'on sait qu'il y a un bras de fer qui s'impose, ça permet des fois de donner un peu plus de force à la raison. Pourquoi on est câblé comme ça d'ailleurs ? Est-ce que c'est une question de survie, ce striatum qui va vers le plaisir ? Oui, c'est effectivement une question de survie. À la base, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au début, nos ancêtres, lorsqu'ils trouvaient un chemin dans la forêt et qu'ils arrivaient à un endroit où ils pouvaient manger parce qu'ils avaient trouvé un endroit pour manger... Récompense, pouf, plaisir, donc on mémorise. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on retient, par le plaisir. Et donc, c'est ce qui nous a permis aussi d'évoluer à travers le temps. Mais aujourd'hui, on est dans une société où tout est source de plaisir et où on nous sollicite de façon infinie, tous les jours, H24 même, quasiment, pour essayer de consommer pour avoir du plaisir. Donc forcément, le système, il réagit. Ça paraît presque, quand on l'entend comme ça, impossible ou difficile de rétropédaler pour aller trouver du sens.
Parce que vous dites qu'il faut se poser des questions, mais est-ce que ça suffit de se poser des questions et d'être en conscience? Est-ce qu'il faut mettre en place des choses? C'est ce que vous avez fait, vous. Oui. Ben là, vous avez dit un mot très important, c'est le mot sens. C'est-à-dire que finalement, dans tout ça, il faut trouver du sens dans ce qu'on fait. Et la recherche de sens, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est en fait le cortex singulaire. Le cortex singulaire, c'est une partie du cerveau qui n'est pas plus grosse qu'un noyau d'abricot. Et au départ, les neuroscientifiques pensaient que ce noyau d'abricot, si je garde l'image, il était rassuré lorsqu'on trouvait du sens dans toutes ces habitudes qu'on peut avoir au quotidien, du style métro, boulot, dodo. Puis à force de l'observer, ils se sont aperçus qu'en fait notre cerveau était beaucoup plus exigeant que nous. C'est-à-dire que là où on peut, nous, éventuellement se contenter d'un métro, boulot, dodo, notre cerveau, lui, va chercher du sens beaucoup plus profondément, en pouvant remettre totalement en question notre vie personnelle et professionnelle. C'est ce qui y est arrivé pour certains d'entre nous juste après la pandémie de Covid. Donc cette recherche de sens, elle est capitale. C'est dans le fonctionnement même de notre cerveau. Et donc, oui, c'est important parce que ça permet aussi d'avoir une boussole. Lorsqu'on cherche du sens, forcément, on a la direction. Et alors je fais un spectacle qui a le même titre, qui s'appelle, c'est un psycho dans lequel je parle aussi effectivement du cerveau. Il s'appelle aussi Fournisseur officiel de bonheur. Et dans le spectacle, je demande aux gens s'il y a déjà des gens qui sont posés la question de savoir si leur vie avait un sens, par applaudissement. Mais à chaque fois, j'ai les 3/4 de la salle qui n'applaudissent pas. Ah oui, je pensais que ça allait être l'inverse. Ah mais je trouve ça énorme. Et quand je commence à expliquer pourquoi c'est intéressant, eh bien, les gens, je vois dans les yeux, ça commence à percuter, ça comprend. Et en plus, juste avant, alors bon, le spectacle, c'est entre un one-man show et un TEDx sur le cerveau, donc j'appelais ça un psycho. Oui, c'est ça, je connais, ouais. C'est un terme que vous avez inventé. Oui, totalement, 100%. Attention, 100% Ludo. Vous allez y aller avec Casimir, d'ailleurs? Oui, je vais l'inviter la prochaine fois. Je joue le 30 mars à Aix. Il a des petites compulsions quand même, quand on voit son bidou, là, Casimir. Oh, il va bien, là. Je pense qu'il est sympa. Moi, j'aime bien ces petites taches là sur le ventre. Elles sont sympas. Je vais inviter Casimir. Non, mais dans le spectacle, juste avant, je demande aux gens s'il y a des gens qui ont déjà pensé à se tirer une balle dans la tête. Mais bien sûr, de façon humoristique. À chaque fois, j'ai des gens qui applaudissent. Et 5 minutes après, je demande s'il y a des gens qui ont déjà pensé à se poser la question de savoir si leur vie avait un sens. Et je dis après, je remarque que ceux qui n'ont pas applaudi sont précisément ceux qui ont déjà pensé à se tirer une balle dans la tête. Bien entendu, c'est un spectacle. Bien entendu, c'est humoristique. Bien entendu, c'est forcé. Mais en fait, l'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'on a besoin de trouver du sens dans notre vie, même si le sens de notre vie change. Mais c'est capital. Et se poser cette question-là, c'est pas une question métaphysique, c'est une question vitale pour notre cerveau et pour nous, du coup. C'est ça. Alors quand, dans votre parcours, vous racontez justement qu'à un moment donné, il n'y a plus de sens, et vous tombez dans ce stress chronique, qui est vraiment, vous parlez de pandémie de Covid, mais je dirais que c'est presque une pandémie, c'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui, nos contemporains, sont dans cette situation de stress chronique. Alors qu'est-ce que c'est le stress chronique ? C'est difficile parfois de mettre des mots. Est-ce que je suis en stress ? Est-ce que ça revient souvent ? Est-ce que je le sens ? Est-ce que je sens même que je suis en stress chronique ? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, le stress chronique, c'est quoi ? En fait, déjà, le stress, c'est quoi ? Le stress, c'est une réaction qui est provoquée par notre cerveau, à la base, pour nous préserver et pour nous sauver. Vous traversez un passage clouté, une voiture ne vous a pas vu, en l'espace d'un dixième de seconde, le mécanisme de stress de votre cerveau va vous sauver la vie. Il va vous faire éviter la voiture. Si nous sommes tous vivants, là, actuellement, encore sur cette planète, c'est grâce à ce système-là, essentiellement. Le problème, c'est que une fois que le stress est passé, vous continuez votre chemin, vous sentez que ça met quand même un certain temps. Si vous avez eu vraiment peur, on sent que ça met quand même quelques minutes, d'accord, à redescendre. Parce que dans la voie du stress, le cerveau, lui, il va activer deux voies, deux autoroutes. Il y a une voie très rapide, c'est celle qui va vous permettre d'éviter la voiture en un dixième de seconde, et une voie un peu plus longue qui va durer quelques minutes, des fois quelques heures. Et cette voie un peu plus longue que vous ressentez, si vous avez vraiment eu peur, il faut le temps que ça redescende. Jusque-là, rien d'anormal. Le problème, c'est que si systématiquement on sollicite notre cerveau dans des conditions telles que nous vivons aujourd'hui, qui peuvent être multiples, eh bien notre cerveau va générer de nouveau du stress. Mais à la base, il n'était pas fait pour générer du stress toute la journée.
Oui. Et c'est là où ça devient chronique. C'est-à-dire que ce qui libère dans notre corps, qui est à la base quelque chose qui va nous servir pour essayer de survivre, eh bien, le fait d'en libérer trop, le cortisol notamment, donc lié au stress, eh bien, ça va développer des pathologies. Et c'est ça le stress chronique. C'est un stress qui développe des pathologies. Là, on peut parler aussi des hormones à ce moment-là. Oui. Comment est-ce que ces hormones ont à voir avec le stress ? Ce cortisol, il va être déclenché, justement, le stress va déclencher ce pic de cortisol ? Alors oui, exactement. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui va commander en fait au corps de produire ce cortisol-là. Le cortisol, il est fabriqué au-dessus du rein, enfin des deux reins. Il y a des glandes qui sont posées sur les reins, qui s'appellent les glandes surrénales, et hop, c'est parti pour le cortisol. Et le cortisol va inonder tout votre corps. Donc, bien sûr, c'est une adaptation physiologique. Mais le problème, c'est que derrière, il va être évacué une fois que le stress est parti. Mais si on vous resserre une dose de stress à chaque fois, ce cortisol-là, vous allez en avoir tout le temps dans votre corps. Et du coup, problème ensuite liés, les problèmes liés au stress chronique sont très nombreux. Donc, problèmes de peau, de fatigue, de sommeil, problèmes digestifs, des risques de cardiovasculaires, liés à la mémoire, risque d'AVC. Enfin, bon, la liste est longue. Aujourd'hui, on les connaît. On ne connaît peut-être pas tout, mais en tout cas, la liste est longue. Donc, il est là le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la façon dont on utilise notre cerveau, la façon dont notre environnement fait en sorte que notre cerveau se met à bugger. Parce qu'en fait, c'est bien beau de dire que le cerveau a de super pouvoirs. C'est vrai. Mais encore faut-il, bien savoir l'utiliser pour pas qu'il bug, et 2, comprendre qu'il y a des environnements et qu'il est très sensible à notre environnement et qu'il y a des environnements qui vont le faire bugger. Et dans ce que je dis bug, le mot bug, il y a effectivement le stress chronique. Le stress chronique, en fait, c'est une conséquence aussi sur ce fameux système nerveux autonome, le fameux SNA. Oui, c'est une conséquence, bien sûr, parce que tout le système va s'affoler. Oui. Donc en fait, la machine s'enraye. C'est ce qui se passe à ce moment-là dans votre vie. Vous êtes en stress chronique après l'accident ou avant déjà vous l'êtes ? Alors l'accident, le mien, accident de ski. Est-ce que j'étais en stress chronique avant ? Oui, ça c'est sûr et certain, puisque de toute façon, mon trauma a fait que finalement, inconsciemment, j'avais peur de partir, j'avais peur de mourir. Oui. Et j'avais peur que mes proches autour de moi meurent, puisque c'est ce que j'avais vécu. Et en plus, ça a fait bugger mon cerveau, parce que, vous savez, le cerveau, il est toujours en train de se projeter dans le futur. Et moi, ma projection, c'était mon mariage, c'était pas un enterrement à la base. Donc là, il y a eu un vrai bug. Et donc, effectivement, le rythme qui m'a été imposé par ce stress-là, il a été directement lié à ce trauma. Et mon stress chronique, à moi, c'était d'aller vite. Mon stress chronique, c'était d'être anxieux. Mon stress chronique, quand je regardais mes analyses, elles étaient vraiment pas bonnes. Donc, j'ai eu des problèmes digestifs à cause du stress. Problème de foie, je me suis fait enlever la vésicule biliaire. Enfin, j'en ai passé. Donc voilà. Jusqu'au moment où j'ai pris conscience que tout ça, en fait, puisque mon cerveau était un chef d'orchestre, c'est lui qui orchestrait tout ça. Oui, donc là, vous tombez en fait dans des croyances. Vous l'expliquez d'ailleurs très bien en disant, finalement, en fait, derrière tout ça, c'est la peur de mourir. Vous aviez vu votre ami mourir et il y a quand même ce bug qui fait que vous vivez avec ça. D'ailleurs, vous courez presque à votre perte en vous faisant du mal, comme vous le faites à ce moment-là. Exactement. Exactement. Et peut-être aussi, c'était une façon aussi d'éviter de resubir la même chose, de voir mes proches mourir et de ne pas arriver à le sauver. Puisque je suis resté quand même avec cet ami 1 heure à lui faire du massage cardiaque et du bouche à bouche avant que l'hélico arrive. Donc là, j'ai la conscience de la mort. Je l'ai pris en plein dans la figure. Et avec quelque chose de très particulier, c'est-à-dire avec un parallèle entre la mort et la vie. Parce que quand on est rentré avec le corps de Pascal sur le bateau, parce que quand une personne meurt en mer, à l'époque, l'hélico ne rapatrie pas le corps. Donc le corps est sur le bateau. Et donc on est reparti avec le corps de Pascal à l'arrière du bateau avec un drap blanc dessus. Et puis à côté, c'était l'été, fin septembre, donc il y a des gens qui faisaient du jet ski. Il y avait la vie, vous voyez. Donc à côté, il y avait la mort et la vie au même endroit. Et ça, c'est vrai que toutes ces prises de conscience-là, ça a été pour moi un moment où, ensuite... il y a eu finalement à la fois la peur de la mort, l'acceptation de cette mort dans sa proximité avec la vie, et puis derrière, se dire, là, cette analyse, je la fais a posteriori, bien sûr. Mais cette course effrénée, c'était une façon finalement de conjurer le sort finalement d'une fin, en fait. Vous avez fait...
Vous avez été suivi d'un point de vue thérapeutique, vous avez ressenti le besoin de faire une analyse ou en tout cas de suivre certaines voies pour vous aider? Oui, alors lorsque l'accident est arrivé, bon, bien sûr, on m'a demandé d'aller aux urgences psychiatriques, hein, donc j'ai vu un psychiatre à l'époque qui me dit, bon, écoutez, de ce que je vois, vous m'avez l'air résilient et vous allez vous en sortir. Ça a duré 1 an, 2 ans, je voyais que ça allait pas des masses. Et donc j'ai voulu effectivement entamer une analyse et j'ai effectivement fait une analyse pendant 6 ans. Voilà. Alors, à la fin de l'analyse, je suis reparti avec plus de questions que ce que j'avais au début de l'analyse. Et moi, je suis ingénieur, donc je me suis dit, bon, alors tu arrives avec 4 questions, tu repars, tu en as 20. Alors, c'est quoi le problème? Et donc, c'est là que j'ai essayé de travailler un peu plus personnellement sur des thérapies brèves. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux thérapies brèves. Parce que j'avais l'impression... Alors, il y avait des choses, attention, hein, je ne dis pas que ça m'a pas servi. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, je suis reparti, j'avais beaucoup de questions. Et là, voilà. c'est là que vous vous intéressez justement aux croyances, aux biais cognitifs. Vous pouvez nous en parler? Oui, en fait... ça m'a passionné, ce domaine-là, simplement parce que finalement, notre cerveau régit notre vie, hein, c'est le patron de notre vie, et dans les façons dont il va régenter notre vie, il y a les croyances et il y a les biais cognitifs. Pour faire très simple, et c'est ce qu'on subit tous les jours sans même en avoir conscience. Hein. Voilà. Parfois, on confond un peu les deux. Hein. Oui, alors c'est 2 choses quand même qui sont assez différentes. Biais cognitif, pour faire simple, notre cerveau, il essaye de percevoir une partie de la réalité. Je dis bien, il essaie de percevoir une partie de la réalité, parce qu'il ne perçoit pas tout. Un exemple? Un exemple très concret, dans la perception, je parle de perception, donc on va parler des sens. La vue, on ne voit pas tout. La preuve en est, c'est qu'en dessous, il y a les infrarouges, au-dessus, il y a les ultraviolets, et quand on a éteint nos téléphones, c'est pas le bon exemple, mais quand votre téléphone est allumé, on ne voit pas les ondes du téléphone qui se propagent dans l'air. Quand vous avez votre Wi-Fi, votre box Wi-Fi allumée, vous ne voyez pas les ondes Wi-Fi. Donc, on ne voit pas tout. Les infrarouges, on ne les voit pas. Les chauves-souris les voient, certains oiseaux les voient. Donc déjà, dans le spectre de ce qu'on peut percevoir, on ne voit pas tout. On voit même pas grand-chose. Oui. Donc par rapport à ça, déjà, on a des sens qui sont limités. Bon, et je peux faire le même raisonnement pour l'odorat, pour l'ouïe. Sens, en fait. Même chose. Hein. Quand vous rentrez chez vous, votre chat, il vous a repéré à 25 mètres. Hein. Donc il entend beaucoup plus loin. Vous entendez à 4 mètres à peu près, quoi, si votre chien commence à aboyer ou le chat commence à faire du bruit. Donc on a des perceptions qui sont déjà radicalement différentes de la façon du monde qui nous entoure. Déjà, rien que par nos sens. Et deuxième chose, une fois que le cerveau va traiter toutes ces informations-là, il va simplifier. Il simplifie en 3 choses. Pas en même temps, mais en tout cas, il a 3 possibilités. 1, il supprime. Il y a des infos qu'il supprime complètement. 2, il modifie. On appelle ça une distorsion. Bon, vous savez, c'est les fameuses raconter une histoire à quelqu'un, vous dites à 12 personnes raconter la même histoire. Le fameux téléphone arabe. Voilà, et à la 13e, l'histoire n'est plus la même. Bon, ça c'est la distorsion. Et puis, 3e tendance du cerveau, c'est à généraliser. Il y a cette tendance à généraliser. Et on le voit dans les informations, à quel point on a tendance à généraliser. Bon, mais ça, déjà, rien que de savoir ça, ça permet de reprendre conscience que des fois, peut-être le raisonnement est faux. Lorsqu'on voit des études scientifiques où il y a 10 patients qui font référence, et que dans la presse, on dit que c'est une généralité, une étude scientifique avec 10 cas, franchement, généralisée, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Bon, et c'est un exemple, il y en a d'autres, malheureusement, encore aujourd'hui dans nos sociétés, liées à l'exclusion de certaines personnes. Voilà. Donc, c'est de la généralisation. À partir de là, pour faire très simple, c'est un peu comme des couleurs. Vous avez 3 couleurs, distorsion, généralisation, suppression, et vous allez mélanger un peu les 3, là, et ça va vous donner des raccourcis, des biais cognitifs. Alors, certains scientifiques disent qu'il y a environ 200 biais cognitifs, donc 200 raccourcis que le cerveau va prendre, sans même rationaliser. Sur les 200, il y en a à peu près 70 qui sont actifs tous les jours, et il y en a une vingtaine qui, chez les dirigeants d'entreprise, leur feront perdre des millions d'euros chaque année. Parce que c'est des raccourcis de pensée. Donc c'est un raccourci de pensée. C'est-à-dire que, pour faire simple, un biais cognitif, c'est une facilité que le cerveau prend pour réfléchir. Et ils ne sont pas forcément toujours négatifs, d'ailleurs. Ah non, des fois ça peut être positif comme négatif. Ça peut avoir des conséquences positives comme des conséquences négatives. Un exemple de conséquences négatives, c'est le 28 janvier 1986,
où la navette Challenger décolle et 73 secondes après, elle explose. Alors, le rapport avec Challenger et le biais cognitif, mais il y en a un. C'est que tous les ingénieurs qui avaient conçu les joints pour rendre les boosters, vous savez, c'est les gros réacteurs qui permettent à la navette de s'extraire de la gravité, ces joints-là, ils fuyaient. Alors les gens le savaient, hein. C'est-à-dire que dans les autres opérations, tests qu'ils avaient fait, ils avaient vu qu'il y avait des fuites, mais que la fuite était acceptable. Ils s'étaient tous mis, parce qu'ils étaient en groupe, hein, biais de confirmation, qu'on a plusieurs, qu'il y en a un qui dit oui, deux qui dit oui, un troisième qui dit oui, à la fin, on a plus tendance à dire oui que non. Et ce biais de confirmation a fait qu'ils ont dit, mais non, mais ça a passé. Non, c'est pas passé, ça a explosé. Donc ça a des conséquences qui peuvent être négatives comme positives. C'est des raccourcis, finalement, c'est un peu comme si le cerveau jouait au dé, et que le résultat que le cerveau a pris en jouant au dé, il allait vous l'expliquer ensuite en trouvant les bonnes raisons du résultat. C'est exactement ça. C'est ça un biais cognitif. Pourquoi est-ce qu'on est doté de ces biais cognitifs? Parce qu'ils nous sont forcément utiles, d'une certaine manière. Un raccourci, c'est pratique parce que ça permet de gagner du temps. Ça permet de gagner de l'énergie. Et notre cerveau est de l'organe qui consomme beaucoup d'énergie. 20-30% de l'énergie du corps est dédiée pour le cerveau. Donc, ça permet d'aller... Combien? 20% d'oxygène, c'est ça? Oui, il prend 20% d'oxygène. Donc, très concrètement, oui, ça peut être positif, mais ça peut être négatif aussi. Et donc, les biais cognitifs, il faut en prendre conscience, il faut savoir qu'ils sont là. Et le fait d'en prendre conscience, et le fait des fois de se dire oui, mais, essayer de démonter le raisonnement, faire un raisonnement post-mortem, moi j'appelle ça, c'est-à-dire de dire, bon, ok, on fait l'hypothèse que tout marche bien, mais non, ou alors que ça marche tel qu'on l'a prévu. Et maintenant, on va tout démonter. On va regarder si ça marche pas, et qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est pas forcément naturel, mais ça permet justement de ramener de la raison. Oui. Ça, c'est les biais cognitifs. Les croyances, ça n'a rien à voir. Les croyances, en fait, c'est simplement, façon de parler, mais simplement, en fait, dans la perception que notre cerveau a du monde qui nous entoure, notre monde est complexe, c'est un peu comme si on était en train de faire un puzzle et qu'il manque des pièces. Eh bien, le cerveau n'aime pas quand il manque des pièces dans un puzzle. Il préfère ajouter des pièces manquantes que de se regarder avec un puzzle avec des pièces manquantes. Et les pièces manquantes, c'est quoi? C'est simplement une croyance, c'est quelque chose que l'on croit, mais qui n'a pas été vérifié par soi-même. Mais plutôt que d'avoir case vide, pouf, je rajoute une pièce. C'est ça des croyances. Alors dans les croyances, il y en a qui nous aident à avancer, c'est des croyances ressources. Et puis, bon, par exemple, j'ai toujours de la chance, j'arrive facilement à parler en public, croyances ressources. Et puis à l'opposé, il y a des croyances limitantes. Je suis nul en musique, j'ai jamais de chance, vous voyez. Donc c'est des croyances, elles sont pas vérifiables directement par soi-même. Et le problème, c'est que lorsqu'on développe une croyance, qu'elle soit ressource et limitante, alors le problème, il est surtout dans une croyance limitante, croyance ressource, ça aide, mais c'est que le cerveau va tout faire pour prouver que c'est vrai. Mais là, on se rapproche quand même un peu du biais cognitif, parce que dans l'exemple de la fusée, il se prouve, il s'auto-persuade que finalement, comme ça a déjà marché pendant les essais, finalement, ça va le faire quand même. Oui. Donc, ils vont avec ce biais cognitif dans la croyance. Alors, oui, c'est une façon aussi d'y aller, d'y sauter à pieds joints, effectivement. Oui. Mais c'est quand même l'origine de leur raisonnement, surtout lorsque c'est un raisonnement scientifique lié quand même à un outil un peu complexe. Là, pour le coup, c'est une navette qui décolle et qui va dans l'espace. On voit que ce raisonnement scientifique, cette rigueur, elle a été biaisée justement, d'où par ce biais de généralisation. Et pour ce qui est de la croyance, encore une fois, lorsqu'on récupère ces croyances-là, on s'aperçoit que finalement, le cerveau, de toute façon, ne sait pas vivre et ne peut pas se développer sans ce système de croyances, que ces systèmes de croyances évoluent au fil des âges. Au début, quand on est tout petit, on emprunte les croyances de notre famille, on emprunte les croyances qui sont relatives à celles de notre famille. De la culture environnante. Voilà, exactement. Et puis après, petit à petit, en fonction de notre expérience personnelle, on les fait évoluer. Quand on est petit, on croit au Père Noël. Et puis au bout d'un moment, quand on grandit, on ne croit plus au Père Noël. Bon, moi, je crois toujours en Casimir. Hein. Oui, voilà. Il ne nous quitte pas là. Voilà. Il nous tend les bras d'ailleurs. Il nous tend les bras, voilà. Mais c'est vrai que ces croyances, quand vous découvrez ça dans votre parcours, comment est-ce que vous allez aller à leur rencontre pour essayer de démanteler justement certaines croyances? Parce que entre avoir conscience de quelque chose, le comprendre intellectuellement, et puis ensuite le transmuter à l'intérieur pour vivre autrement, il y a souvent un gap important. Oui, et c'est tout un chemin. Ouais, parce que je peux dire, je vois que je suis en stress chronique, par exemple, je vois que j'ai des croyances, je vois que je suis pas bien, mais comment je fais concrètement? Alors,
moi, ce que j'ai fait et qui a assez bien marché et que je marque dans le livre aussi, c'est que, j'ai mon cahier de croyances. Ça, c'est des trucs bêtes et méchants. Alors, cahier, pas téléphone de croyances, hein, parce que je dis souvent dans le livre, prenez le temps d'écrire. Parce que lorsqu'on écrit, il y a des processus cognitifs qui se mettent en place, qui ne sont pas les mêmes que lorsqu'on tape un piano sur son téléphone. Donc, on prend un petit cahier, et moi, je marque mes croyances ressources et mes croyances limitantes. Je prends une demi-heure pour me dire, voilà ce qui m'aide, voilà ce qui ne m'aide pas. Vos croyances ressources, par exemple, c'est des croyances... des choses qui se sont confirmées avec le temps ou des choses que vous avez réussi à presque mettre sur pied de toutes pièces? C'est un peu des deux, en fait. Mes croyances ressources, c'est celles que j'utilise un peu comme un doudou en disant, voilà, ça, je me dis ça et je sais que je vais y arriver. Je me dis ça et je sais que je vais y arriver. C'est ça une croyance ressource, en fait. Par exemple, concrètement, ça vous a servi dans quel type de situation? Très concrètement, la première fois que j'ai joué mon spectacle, parce que je ne suis pas du tout comédien. Le fameux Psycho. Voilà, Psycho, je me suis mis une croyance en disant, bon, ok, ça va être compliqué, mais tu as travaillé et tu as quelque chose qui fait que tu peux monter sur scène. Bon, je l'ai mise à mal la première seconde ou la première fois où je suis arrivé sur scène. Et en plus, je commence en position en tête à l'envers, Shirshasana, là, pour ceux qui connaissent en yoga. Là. Le spectacle, je commence à l'envers. Et donc, quand le rideau s'est ouvert, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, ça a duré 2 secondes. La croyance ressource, elle m'a aidé. Genre la mauvaise idée de s'être mis dans cette posture, c'est ça? Qu'est-ce que tu... la posture, la scène, tout, enfin, la totale, quoi. Mais bon, cette croyance ressource, ça m'a permis d'avancer. Donc voilà, c'est ça une croyance ressource. Et donc, pour en revenir au cahier, je note mes croyances ressources, je note aussi mes croyances limitantes. Et j'en ai, comme tout le monde. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que déjà, quand vous revenez dessus au bout d'1 an, au bout de 6 mois, vous apercevez que votre système de croyances, il a forcément bougé. Et ça, déjà, ça fait du bien. On voit que les choses évoluent, que la vie nous permet d'évoluer. Et pour répondre totalement à votre question, comment on fait le chemin, comment on saute le gap, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut y aller progressivement, parce que finalement, il faut prendre le contre-pied de ce que veut nous imposer le cerveau. Je vous l'ai dit, que ce soit une croyance ressource ou une croyance limitante, le cerveau va tout faire pour vous prouver que c'est vrai. Exemple, quelqu'un qui a une croyance limitante, qui est persuadé qu'il n'attire pas l'attention des gens. Il va naturellement repérer tous les moments où les gens n'ont pas fait attention à lui. Pour confirmer ça. Bien sûr. Et les fois où les gens ont fait attention à lui, il va les supprimer. Fameuse suppression. Donc, voilà. Ça se passe comme ça. Donc, très concrètement, il faut y aller progressivement. Pour petit à petit, finalement, changer de support. Prendre le contre-pied de cette croyance-là, progressivement. Exemple que je donne dans le livre, quelqu'un qui est persuadé qu'il est nul en cuisine, bien sûr, il ne va pas commencer à faire quelque chose de très compliqué, quoi. Mais en allant tout doucement, vous allez voir que progressivement, cette croyance va se ramollir, ou en tout cas, va être modifiée. Et puis, je donne aussi dans le livre une technique qui est issue de la programmation neurolinguistique, qui permet justement de finalement mettre du doute dans quelque chose qui est vraiment figé, donc une croyance qui peut être une croyance limitante, on met du doute dessus. La façon dont le cerveau va coder ce doute-là va faire en sorte que progressivement cette croyance va diminuer. Comment on fait justement en PNL pour mettre ce doute? Alors, c'est en fait ce que j'explique dans le livre, et puis alors j'ai mis un QR code aussi parce qu'il y a les vidéos derrière, ça peut être plus simple aussi à comprendre. Peut-être qu'à la fin de cette interview, d'ailleurs, on pourra vous en emprunter un pour donner un petit exercice issu du livre, si vous êtes d'accord. Ah, très bien, oui, bien sûr. Donc oui, très concrètement, comment ça se passe? En fait, je demande aux lecteurs et lectrices de, prendre une image mentale de quelque chose dont ils sont sûrs. Par exemple, leur prénom, ou alors ce qu'ils vont manger demain. Vous voyez, un truc vraiment où il y a 0 doute. Et cette image, quelle que soit l'image, en fait, la caractéristique de l'image, que ce soit la luminosité, la couleur, la netteté, il va y avoir des caractéristiques. La taille de l'image, est-ce que l'image est proche, loin? Vous voyez, en fermant les yeux, on regarde tout ça. Et donc, ces caractéristiques de l'image, sans parler du contenu de l'image, il les note sur un bout de papier. Et en fait, ces caractéristiques d'image, que ce soit la luminosité, la sensation qu'on peut avoir, la taille de l'image, donc comme je l'ai dit, la couleur, la netteté, chaque fois qu'ils vont penser à quelque chose dont ils sont sûrs et certains, ces caractéristiques souvent reviennent. C'est pas la même image, mais les caractéristiques de lumière, de couleur, ainsi de suite, reviennent. Donc, pour faire simple, c'est un peu comme si votre cerveau codait toujours à peu près de la même façon quelque chose dont il est sûr.
Et si on fait la même chose sur le doute, alors la même chose, je dis, pensez à, je ne sais pas, quelque chose que vous allez manger dans 3 semaines. Souvent, les gens doutent, on ne sait pas ce qu'on va manger dans 3 semaines, ou autre chose, hein, voilà, vous n'êtes pas sûr. Eh bien, on fait le même boulot, et on voit que les caractéristiques sont différentes. Et l'idée, c'est de passer de l'un à l'autre par le changement de caractéristiques d'image. C'est-à-dire, on s'exerce, en fait. Hein. Exactement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu comme si on faisait une retouche d'image. C'est-à-dire que lorsque les gens vont, par exemple, penser à une croyance qui les limite, du style, tiens, allez, je suis nul quand je parle en public. Bon, ils vont forcément voir une image ou un film, d'accord? Ils vont voir quelque chose. Alors, des fois, ils me disent, je vois rien. Alors, je dis, quand vous voyez rien, vous voyez quoi? Du noir ou du blanc? Je dis, du noir. Vous voyez quelque chose. C'est une image noire. Bon, donc, dans tous les cas, il y a quelque chose. Mais par rapport à ça, une fois qu'on applique la façon dont le cerveau va mettre en place le doute, mais en fait, on va douter cette croyance limitante. Donc, on va finalement, petit à petit, l'affaiblir. Alors, les gens qui font de la programmation linguistique appellent ça ce qu'on appelle des sous-modalités, c'est-à-dire la façon dont code, en fait, finalement, le cerveau certaines informations. Ça, c'est intéressant. Vous l'avez beaucoup utilisé, vous, dans votre vie, ces programmes-là, justement, pour aller démanteler vos croyances limitantes? Oui, je l'ai fait la première fois, en fait, lorsque j'étais dans mon lit, en fait. Parce que les médecins me disaient, non, en fait, vous allez rester 12 mois dans un lit et vous n'allez pas commencer la rééducation tout de suite. Donc, j'ai commencé, moi, à me voir marcher. J'ai commencé même à m'imaginer que mes genoux commençaient à se plier. Et à force de faire ça, par visualisation mentale, on appelle ça aussi l'imagerie motrice, pour les spécialistes, j'imaginais que... Qu'on trouve en sophrologie, par exemple. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas un miracle, hein, c'est simplement que le cerveau balance des influx nerveux jusqu'en bas et que la zone qui marche plus, petit à petit, elle est de nouveau sollicitée et puis les choses se remettent en place. Et au bout de quelques semaines, je commençais à plier mon genou. Et c'était super, parce que c'était tout le contraire de ce que finalement on m'avait dit au départ. Vous pensez qu'on n'est encore qu'au début de ce qu'on va découvrir sur ces sujets-là? Sur le pouvoir justement de la pensée, du mental, des émotions sur notre corps, sur notre aptitude à aller beaucoup plus loin? Je pense, oui. Je pense et j'espère, parce que finalement c'est un voyage qui est magnifique. Je pense qu'on est à l'âge de pierre de ce qu'on peut faire de notre âme et de notre cerveau, parce que c'est ce que je dis dans la conclusion du livre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement voir aujourd'hui le cerveau comme une machine. C'est simplement, finalement, une possibilité, une introduction à, finalement, mieux se connaître, mieux agir, mieux vivre, avec soi-même et les autres, parce que le bonheur ne vaut que s'il est partagé, déjà. Et que par rapport à ça, finalement, je pense que dans plusieurs années, on parlera peut-être même plus de cerveau, mais d'âme et d'esprit, et que tout ça va englober en fait notre équilibre de vie. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ce mot de conscience. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions autour de la conscience. Est-ce que la conscience est localisée dans le cerveau? Est-ce qu'elle est non localisée? Quand on a des idées, d'où viennent-elles, etc. Où est-ce qu'on attrape cet inconscient collectif, tout ce grand système en fait autour de nous? On sait que le cerveau serait comme une sorte finalement peut-être d'interface et comme un filtre et on aurait une sorte de dialogue. Mais tout ça, ce sont encore des grands champs de découverte. Oui, et je pense qu'on va en connaître beaucoup plus lorsqu'on va avancer, notamment dans la mécanique, la physique quantique, puisque il y a déjà des recherches qui sont faites là-dessus. Et on est effectivement qu'au début de ces découvertes-là. Et peut-être que la façon dont je me suis exprimé aujourd'hui, ça peut peut-être amener un biais, j'essaie de le compenser, un biais d'interprétation. Ce livre, c'est pas uniquement un mode d'emploi du cerveau. C'est aussi une découverte de soi-même. Et la découverte de soi-même, dans ce que j'ai vécu moi personnellement, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui nous dépassaient, mais qui étaient là. Je vous donne un exemple très concret, et c'est arrivé très tard, par rapport à mon processus de changement, par rapport à mon accident, c'est arrivé 10 ans après. Je me suis mis à faire du yoga suite à ma rééducation, parce que quand j'ai remarché, j'étais souple comme un tronc d'arbre. Je marchais, on aurait dit Robocop qui marchait. C'était pas très beau. Et je me suis dit, ma femme me dit, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu ailles faire du yoga. Et je dis, ok, je connaissais pas le yoga, et je commence à faire du yoga. Bon. Et là, je m'aperçois qu'en faisant du yoga, mais en fait, j'avais déjà fait du yoga quand j'avais 14 ans, avec Jacques Mayol, qui m'expliquait comment respirer avec des postures, faire du pranayama pour faire de l'apnée. Mais je savais pas que ça s'appelait du yoga à l'époque. Donc là, déjà, je me suis reconnecté à mon passé. Et en faisant du yoga,
je suis arrivé naturellement à la méditation, qui est une partie intégrante de la pratique du yoga. Et j'ai fait beaucoup de méditation. Alors, je ne sais pas s'il y a le lien de cause à effet, mais la conscience de mon corps, la conscience de ce que je faisais était forcément différente. Et j'en parle aussi dans le livre, c'est-à-dire que la méditation a de vrais atouts, met en place de vrais changements, même si on médite que quelques minutes. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que simplement, lorsque je suis arrivé à ces états-là, il m'arrivait des choses dites extraordinaires que moi, mon esprit, on va dire, de scientifique, d'ingénieur, je suis incapable d'expliquer. C'est pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, en disant, mais est-ce qu'on est au début et qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qui vous est arrivé, par exemple? Très concrètement, j'étais en déplacement professionnel à Bordeaux. Un soir, je mange dans un hôtel, un resto. Je suis tout seul, donc je mangeais vite. Et puis, vous savez, ces petits restos style bistrot parisien où on est les tables les unes à côté des autres, très serrées. Donc, je commence à manger, je mange. Et puis, il y a une dame qui vient s'asseoir à côté de moi. Et au moment où elle s'assoit, il y a une espèce d'angoisse qui rentre dans mon corps, je le sens, de la tête jusqu'aux pieds, et il y a tout qui s'arrête. Et au plus je la regarde, au plus je vois que il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Et j'arrive pas à l'expliquer. Et ça, moi, mon esprit rationnel, il aime pas ça. Donc je demande vite au serveur l'addition pour payer et partir. Et puis monsieur était débordé, donc ça prend du temps. Puis il y a des images qui commencent à arriver. Je vois un enfant en short vert et un t-shirt vert qui est par terre, sur un chemin de terre, chemin qui traverse un champ, et il y a un vélo par terre avec la roue avant qui tourne. Et ça me fait peur. Je vois cette image et ça me fait peur. Et ne voyant toujours pas le serveur arriver et sentant cette angoisse monter, je me tourne vers la femme, je me dis, elle va me prendre pour un fou, mais bon, c'est pas grave, je lui dis, écoutez, excusez-moi, vous allez me prendre pour un fou, mais depuis que vous êtes arrivé, j'ai quelque chose qui monte, et je vois cette image, et je lui décris l'image. Et je vois cette dame qui se met à éclater en sanglots, qui lui dit, mais c'était mon frère, il est mort quand il avait 5 ans, j'étais à côté de lui, et il avait un short vert et un t-shirt vert. Et il est tombé à vélo, dans un chemin qui traversait un champ. Et là, il y a tout qui s'est arrêté. Ah, vous deviez être aussi surpris l'un que l'autre, je pense. Oui. Et on a été tous les deux surpris. Alors, le lendemain... C'était la première fois que ça vous arrivait? Oui. Et alors, j'avais lu pas mal de bouquins là-dessus sur la méditation, dont un de Mathieu Ricard qui dit qu'effectivement, ils ont constaté que sur certains qui méditaient assez régulièrement, il y avait des fois ce genre d'événement qui arrivait. Et donc moi, le lendemain, je suis allé voir ma maître en yoga et je lui explique et je lui dis qu'est-ce que j'en fais? Elle me répond, mais tu n'en fais rien. Tu n'en fais strictement rien. Et ça m'a complètement déstabilisé, cette réponse, parce que maintenant, je la comprends, c'est-à-dire que finalement, c'est une découverte. Alors, j'aurais pu analyser ça en disant, bon allez, c'est l'esprit purement rationnel, l'ingénieur, oui, bon alors on va dire que c'est un concours de circonstances, voilà, j'aurais pu... mais non. C'est précis quand même. C'est précis, c'est précis, oui. Ah oui, non, mais c'est précis, c'est clair. Mais donc, j'ai pas réagi comme ça. Et j'ai compris que finalement, il y avait des choses qui se passaient. Et ça, ces expériences extraordinaires, si je parle si facilement de la mort de Pascal, c'est parce que j'en ai aussi vécu grâce à lui. Alors, ça concerne moi, c'est mes croyances, attention, hein, je veux prêcher pour personne, mais en tout cas, voilà, lorsqu'il est mort, j'ai dû écrire un discours là, pour l'Église, et puis j'étais complètement... je me mariais dans 3 jours, j'avais feuille blanche, stylo, rien qui passait, quoi. Bon, et puis au bout de 15 minutes, je rêvassais et je regarde la feuille et je vois que j'ai écrit quelque chose, mais je me souviens plus avoir écrit quelque chose. Je vais à l'église, je fais mon discours, je lis mon bout de papier là, et puis j'ai le frère de Pascal qui arrive après la cérémonie qui me dit c'est pas toi qui as écrit ça. Et je lui dis mais pourquoi? C'est ces mots. Il y a des choses, c'est pas lui, c'est pas toi, c'est lui. Et je lui ai donné le papier, je vois que vous avez des frissons, j'ai aussi des frissons, mais... Oui, ça m'a fait les poils, là. Ouais, mais c'est un peu comme s'il me disait, attends, parce que lui aussi était ingénieur, hein, on venait de la même école, on a fait la même école. Vous avez fait Polytechnique? Non, Centrale. Centrale. Ouais. Et pardon. Oh non, oui, j'imagine que vous êtes loin de tout ça. Ouais, j'en ai strictement rien. D'ailleurs, vous touchez Casimir. T'inquiète pas, Casimir, ça va bien se passer. C'est Casimir qui a fait Polytechnique, pardon, Casimir. La même Casimir, franchement, voici venu le temps. Ah oui, on avait dit qu'on la chanterait. On a dit qu'on la chantait, celle-là.
Des rires et des chants. Bon, et en plus, c'est même pas très marrant ce que je raconte. Mais non, mais ça permet de comprendre les choses. C'est-à-dire que là, Il avait de l'humour, Pascal? Ouais, qu'est-ce qu'on rigolait. Ouais. On était... en fait, c'était mon binôme de plongée. On a fait les 400 coups sous l'eau ensemble. Ouais, c'est vraiment, on allait plonger à 4h du matin, on sortait, il y avait les gens qui habitaient au bord de l'eau qui appelaient les flics, et on s'est fait même rencontrer à 5h du matin avec la gendarmerie, parce qu'on avait des gros phares, ça éclairait sous l'eau, et les gens pensaient que c'était des extraterrestres, des extramériens. Ouais. Et on est sorti de l'eau, les gendarmes disaient « vos papiers ». 4h du matin, on a des histoires de dingue. Mais pour en revenir donc à l'échange avec le frère de Pascal, ce moment-là, c'est un peu comme si Pascal me disait « Ok, tu vois, regarde, il y a des choses qui nous dépassent, mais accueille-les ». Et ça a été un beau début. Et cette expérience dans le restaurant, ça a été aussi une très belle expérience. Vous l'avez revécu, ça, après ? Quelquefois. Ce qui est très troublant quand même, c'est ce que vous avez raconté. Vous apprenez à nager, vos brassards et les dauphins à l'endroit où en fait Pascal va, comme si aussi il y avait un message à ce moment-là. Ah oui. Là on extrapole, mais bien sûr. Oui, c'était extrêmement symbolique, extrêmement symbolique. Et alors si je vais même jusqu'au bout de la description, parce que quand j'y repense, je me dis mais c'est quand même dingue tous les messages qu'il y avait à comprendre. Alors j'ai peut-être pas tout compris aujourd'hui, mais on était sur le bateau, donc c'était avant d'aller plonger, et on avait décidé pour des raisons de sécurité, parce qu'on plongeait sur une épave qui s'appelle le Ruby, qui est au large du Cap Camaral, à côté de Cavalère, donc une épave qui a 40 mètres de profondeur, et donc pour des raisons de sécurité, on avait fait 2 groupes, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui plonge et l'autre qui reste en surface. Donc moi je suis resté en surface, et lui il est parti avec le premier groupe. Et donc la veille, il est sorti avec une fille qui était sur le bateau, qui était une amie aussi commune, et il rêvait d'être avec elle depuis des années. Et avant de partir sur le bateau, de sauter, donc pour plonger, il me regarde, il n'a pas encore son détendeur en bouche, détendeur c'est ce qui permet de respirer sous l'eau, il a le masque, il me regarde, il me dit c'est le plus beau jour de ma vie. Et c'est ses derniers mots. Il met son détendeur, Il part. À nouveau les poils. Voilà, à nouveau les poils. Casimir, t'as de la chance de pas avoir des poils. C'est ça. Lui, c'est sa petite crête derrière qui bouge. Non, mais vous voyez, tous ces messages-là, ils étaient là. Donc, ça s'est pas passé. Moi, aujourd'hui, je suis pas dans une... Oui, il vous laisse avec ça. Il me laisse avec ça. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie. Et le nombre de fois, il m'a dit, tu sais, Ludo, je préfère vivre heureux que vivre vieux. Et ça, c'était sa philosophie de vie. Bon, ben voilà. Donc c'est tous ces messages-là, pour en revenir encore une fois au cerveau, c'est en fait finalement concevoir le cerveau uniquement comme une machine, pas bon. Concevoir le cerveau comme un ordinateur, pas bon. Concevoir même le cerveau comme un chef d'orchestre, pas bon non plus. Mais à minima, faut déjà savoir bien l'utiliser pour pas qu'il bug. Et deuxième chose, il faut savoir qu'il est très sensible à tout ce qu'on vit. Et si on veut finalement bien vivre avec lui pour bien vivre nous, et découvrir finalement le reste, ce qui est permis par l'esprit, par l'âme, il faut déjà commencer par la base. Oui, et ça, vous le proposez dans le livre. On arrive à la fin de cette émission, mais vous parlez évidemment de cultiver la mémoire, on en a parlé un peu déjà tout à l'heure du microbiote, de l'importance de la qualité de notre environnement, de continuer à muscler en fait notre cerveau. Enfin, il y a tout un tas, avec des QR codes, vous l'avez dit, il y a à peu près 5 pratiques que vous proposez dans le livre, célébrer le positif, la mémoire, j'en ai parlé, évidemment le sommeil, l'activité physique, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre ? Il y a pas mal d'exercices sur la gestion du stress, donc de techniques sur la gestion du stress qui peuvent être... La respiration, évidemment. Oui, exactement. Et puis vous, en tant que plongeur, la respiration... Oui, puis je suis professeur de yoga, donc je donne des cours de yoga, on travaille sur le pranayama, donc il y a des exercices liés à la respiration qu'on peut découvrir. En fait, tout ce qui est respiration consciente, pour faire simple, c'est du pranayama. Donc voilà. Donc oui, il y a des exercices là-dessus, et donc oui, il y a pas mal de choses sur la gestion du stress. C'est très varié. C'est à la fois des pratiques qui en fait vont accompagner le lecteur au cours du livre en fonction des sujets que l'on aborde, mais aussi des conseils en passant. Donc il y a des conseils en passant en disant prenez un cahier par exemple, allez boum, faites un point déjà sur votre vie, regardez les crises précédentes qui vous ont marqué, déjà de faire un point là-dessus. Il faut savoir que toute crise nous modifie, nous change. Et donc déjà de faire le point dessus sur ces crises-là en les marquant sur un cahier, déjà ça permet de faire un bon point de départ. Oui, les consigner, c'est les ancrer aussi forcément. Exactement. Oui. Merci infiniment, Ludovic Savariello. Alors, comment on prononce votre nom ? C'est italien ? Savariello. Savariello, c'est ça, c'est corse ? Non, c'est italien. C'est italien, Ludovic Savariello. Merci infiniment d'être venu nous partager votre premier livre, votre cerveau fournisseur officiel de bonheur aux éditions Versilio
Robert Laffont. Votre spectacle, donnez-nous quelques dates, on a envie de le voir, ce Psycho. Oui, alors les prochaines dates, ça sera donc le 19 avril à Lyon. Il y aura le 11 mai au Mans et le 25 mai à Auray. Ensuite, ça sera Nantes, La Rochelle. Bon, ça, c'est encore un spectacle qui est en création. Ensuite, la tournée arrivera à partir de octobre 2024. D'accord. Et puis sur 2025, peut-être aussi? Ah oui, octobre 2024 pour toute l'année 2025. Vous allez commencer toujours tête en bas? Je termine tête en bas, en fait. Je termine tête en bas en Shirshasana en disant que finalement, on marche sur la tête et que finalement, c'est pas très compliqué de se remettre la tête en endroit. Et je me redresse quand je dis ça et je dis finalement, il faut déjà, garder les deux pieds sur terre et deux, apprendre à tout le monde le mode d'emploi de son cerveau avec des choses simples, rapides et efficaces qui permettent à notre cerveau, notre patron de notre vie, de devenir notre fournisseur officiel de bonheur. Merci infiniment pour cette belle conclusion. Ludovic Savariello, à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosePodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.